Le jeudi 11 juin, le Premier ministre britannique sur le départ, Keir Starmer, déjà en difficulté, a reçu la dernière d'une longue série de mauvaises nouvelles. John Healey, secrétaire à la Défense, a démissionné après des désaccords sur les dépenses militaires. John Healey a déclaré que le plan d'investissement dans la défense du gouvernement, ou DIP, longtemps retardé, une stratégie sur 10 ans pour moderniser l'armée, était insuffisant pour assurer la sécurité du pays. Dans une lettre de démission cinglante, John Healey a accusé le Premier ministre et le Trésor de ne pas vouloir ni pouvoir engager les ressources nécessaires à la défense du pays en cette période dangereuse. La démission de John Healey a déclenché une sorte de réaction en chaîne, avec 2 autres hauts responsables qui ont démissionné peu après. Pamela Nash, secrétaire parlementaire privée de John Healey, a démissionné en raison des retards et difficultés à obtenir le financement du DIP. Pendant ce temps, le ministre des Forces armées, l'ex-membre des Forces spéciales, Alistair Cairns, a aussi démissionné. Bref, cette affaire était, pour rester poli, un vrai fiasco. Et pourtant, bien que ce fiasco soit une condamnation accablante du leadership de Keir Starmer, il était aussi la preuve de quelque chose d'autre. D'une crise de la défense britannique qui couve depuis des années maintenant, une crise qui a transformé ce qui fut longtemps l'une des principales armées de l'OTAN en l'ombre d'elle-même. Faire plus avec moins. Pendant la guerre froide, le Royaume-Uni, comme d'autres pays occidentaux, investissait massivement dans la défense. Les dépenses de défense britanniques ont un temps atteint 7% du PIB, montrant à quel point le Royaume-Uni prenait au sérieux la menace soviétique. À la fin des années 1980, elle dépassait encore 4%. Alerte spoiler historique, en 1989, le mur de Berlin tombe. 2 ans après, l'Union soviétique se dissout, faisant disparaître la principale menace militaire pour la Grande-Bretagne. Après la fin de la menace soviétique, le Royaume-Uni et l'Occident ont voulu profiter du dividende de la paix, terme popularisé par George H.W. Bush et Margaret Thatcher pour désigner les avantages économiques d'une baisse des dépenses de défense. En 1990, le secrétaire à la Défense Tom King a lancé une révision des forces armées appelée Options for Change, affirmant que le Royaume-Uni devait réduire ses forces à un niveau que le pays pouvait financer et dont les effectifs pourraient être assurés de façon réaliste. Selon Tom King, ces réductions visaient à avoir des forces armées plus petites, mais mieux équipées et entraînées, tout en permettant des économies. En pratique, cela signifiait réduire les effectifs de 18% pour atteindre environ 255 000 soldats, diminuer la flotte de frégates et de destroyers et rapatrier les forces stationnées en Allemagne. Le Royaume-Uni ne réduisait pas uniquement ses dépenses militaires à cause de la disparition de la menace soviétique. Début 90. L'économie britannique a connu des difficultés et le gouvernement devait économiser. La défense était vulnérable car l'URSS s'était effondrée, rendant improbable une nouvelle grande guerre terrestre pour la Grande-Bretagne. Les coupes ont continué après King. 4 ans plus tard, le secrétaire à la Défense Malcolm Rifkind a lancé Frontline First, visant à réduire le soutien des forces armées plutôt que les unités de combat. En pratique, cela signifiait la fermeture de la base navale de Rosyth, où les sous-marins de la Royal Navy étaient remis en état, et la réduction des effectifs de 5%, y compris le départ de plus de 20 officiers supérieurs au grade de général de division et au-dessus. Les coupes ont aussi conduit à fermer 2 des 3 hôpitaux militaires, le gouvernement ayant opté pour des services militaires dans des hôpitaux civils. Malcolm Rifkind a assuré au Parlement que ces coupes serviraient à aiguiser les dents de l'armée britannique, c'est-à-dire à améliorer la capacité de combat des forces armées au détriment du soutien logistique, le personnel de soutien qui permet aux troupes de première ligne de fonctionner. Cependant, un examen réalisé en 1998 par une commission parlementaire de la défense a conclu que la série de coupes avait à la fois réduit le soutien logistique et affaibli la capacité de combat. Nous devons éviter de présenter toute cette période comme le déclin continu de l'armée britannique. En 2014, la Grande-Bretagne figurait parmi les pays qui dépensaient le plus pour la défense de l'OTAN, consacrant plus de 2% de son PIB à l'armée. C'est plus que ce que la France consacrait à cette époque, plus que ce que la Pologne, aujourd'hui le chouchou, consacrait, seuls la Grèce et les États-Unis faisèrent davantage. Même à son plus bas, en 2018, les dépenses n'ont été inférieures à 2% du PIB qu'une seule année, avant d'être vite corrigées. Le Royaume-Uni pouvait encore se déployer dans le monde entier. Les forces britanniques ont servi en Bosnie, Macédoine et Sierra Leone. Ils étaient le partenaire junior des États-Unis dans les guerres d'Irak et d'Afghanistan, où ils ont servi avec bravoure et distinction, quoi qu'en dise J.D. Vance. Même réduites dans les années 2010, les dépenses de défense du Royaume-Uni restaient supérieures à la quasi-totalité des autres membres de l'OTAN. La Grande-Bretagne demeurait une force de combat compétente. Des compromis ont aussi poussé le gouvernement à sacrifier certaines capacités pour en préserver d'autres. Par exemple, Whitehall a gardé sa dissuasion nucléaire après la guerre froide, représentant 6% du budget de la défense, mais cette dépense a été jugée justifiée.
En 2014, des doutes existaient sur la trajectoire prise. Cette année-là, la BBC a interrogé le ministre de la Défense, Philip Hammond, pour savoir si le budget de la défense avait été trop réduit. Le gouvernement de coalition imposait des réductions de dépenses de 8% sur 8 ans. Bien que Hammond ait tenu le discours habituel des politiciens sur la situation, il a quand même lancé un avertissement. Il a déclaré qu'une baisse du budget de la défense pourrait empêcher le Royaume-Uni de tenir ses engagements internationaux. Puisque cette vidéo ne s'appelle pas « Le budget de la défense du Royaume-Uni est brillant, vive le roi », vous devinez sans doute la suite, non ? Le budget étant resté autour de 2%, il n'a presque pas évolué. Et c'est un point clé, car les engagements que le Royaume-Uni avait en 2014 étaient des engagements maintenus en période de paix relative. À une époque où l'on prévoyait que les forces britanniques devraient en combattre à l'étranger contre des insurgés et groupes djihadistes, mais qu'elles n'auraient un plus jamais à se soucier de voir une puissance revancharde à l'Est déclencher une vaste guerre terrestre en Europe contre un voisin sans défense. Malheureusement pour nous tous, ce n'est pas ainsi que la troisième décennie du XXIe siècle allait se dérouler. Avant d'aborder l'impact de la guerre en Ukraine sur les calculs militaires britanniques, faisons une pause pour évoquer notre site réservé aux abonnés. Warfront est l'endroit idéal pour ceux d'entre vous qui apprécient ce que nous faisons ici sur la chaîne principale, mais qui aimeraient que nous allions un peu plus en profondeur. Chaque semaine, nous diffusons 2 vidéos exclusives et 3 articles d'experts sur les conflits modernes et la géopolitique. Récemment, nous avons publié des analyses sur la façon dont l'exagération des avancées par l'armée russe nuit au Kremlin, ainsi qu'une analyse détaillée des aspects économiques de la volonté de l'Europe de faire fonctionner partiellement ses avions de chasse au biocarburant. Sans parler de notre documentaire de 82 minutes sur la vision du monde de la direction nord-coréenne. Si ce type d'analyse approfondie vous parle, rendez-vous sur Warfront. L'abonnement coûte 5$ par mois ou 50$ par an, donnant accès à des vidéos, articles et podcasts exclusifs. Revenons maintenant à notre démontage en règle des dépenses militaires du Royaume-Uni. De héros à zéro. Pour constater la chute des puissants, regardez la position de la Grande-Bretagne dans le classement OTAN 2025. Il y a 11 ans, la Grande-Bretagne était l'une des 3 seules nations à atteindre l'objectif de dépenses de 2%. Mais l'an dernier, Londres était tombée à la 12e place du classement, bien plus bas que la 5e ou la 10e. Après avoir été première de classe, la Grande-Bretagne dépensait désormais à peine plus pour la défense que le Canada. Ce changement résultait de dépenses militaires inédites, initiées par plusieurs pays européens après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Des pays comme la Pologne, les États baltes, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont lancé une intense campagne de réarmement. Même avant l'engagement de 2025 d'augmenter les dépenses militaires directes au sein de l'OTAN, 6 nations européennes dépensaient déjà plus de 3% par an, la Lituanie et la Pologne dépassant même les 4%. Les États-Unis dépensent environ 3,2% par an. Il faut reconnaître que le gouvernement britannique connaît le problème. Lorsque Keir Starmer est arrivé au pouvoir en 2024, il s'est engagé à augmenter les dépenses à 2,6% du PIB d'ici 2027 et à 3,5% d'ici 2035. Il a aussi tenté, maladroitement, de pousser les autres membres de l'OTAN à dépenser plus, car beaucoup l'ont écouté. Après tout, ce n'est pas comme si le type qui prône une augmentation des dépenses de défense allait soudainement se retourner et refuser à son propre ministre de la Défense les fonds nécessaires. N'est-ce pas ? Nous revenons donc à notre introduction. La démission de John Healey liée au faible financement prévu pour l'armée britannique par Starmer. Jack Watling, un chercheur principal au Royal United Services Institute, a écrit sur X que la plupart des alliés du Royaume-Uni au sein de l'OTAN investissaient et pouvaient présenter une feuille de route crédible pour tenir leurs engagements envers l'Alliance. En revanche, le Royaume-Uni agissait comme quelqu'un qui arrive en retard à un dîner, commande le plat le plus cher du menu, puis dit qu'il a oublié son portefeuille. Depuis lors, le gouvernement moribond de Starmer a tenté de faire marche arrière. Après une hausse de financement se traduisant par des coupes en termes réels, le Premier ministre annonce 15 milliards de livres pour les forces armées sur 4 ans. Cependant, le budget de la défense du Royaume-Uni n'atteindra que 2,7% d'ici 2029, laissant aussi un déficit de près de 5 milliards de livres sterling. Starmer ne semble pas s'en soucier car il part. Ce sera au prochain gouvernement d'Andy Burnham de s'en occuper, pas à Sir Keir. Dans le système britannique, peu d'obstacles empêchent le Premier ministre Burnham de rompre ses engagements et de réaffecter les fonds. Tout cela arrive à un moment où les forces armées britanniques manquent déjà de personnel, l'armée de terre voyant ses effectifs tombant à son niveau le plus bas depuis les guerres napoléoniennes. La marine est passée de la fierté de la Grande-Bretagne à une sorte d'embarras. Dans un article récent sur la France, un de nos rédacteurs a affirmé que la marine britannique aurait du mal à défendre les îles Malouines en cas de nouvelle invasion argentine.
Non pas car c'est une réelle possibilité, mais cela illustre le déclin du Royaume-Uni ces dernières années. Maintenant, une partie de cela est due au gaspillage colossal, pour lequel le ministère de la Défense est tristement célèbre. Le programme d'engins de combat Ajax, en difficulté, en est un exemple frappant. Il a coûté jusqu'à présent 6,3 milliards de livres au Royaume-Uni pour un véhicule inutilisable qui rend malade ceux qui montent à bord. Nous n'aborderons même pas les désastres de sous-traitance où le ministère de la Défense a confié de gros contrats à des cabinets comme Capita, qui ont échoué à atteindre les objectifs de recrutement. Disons simplement qu'il y a une raison pour laquelle ceux qui sont au courant de tout cela les appellent Crapita. Oui, il y a clairement des problèmes dans la gestion des dépenses du ministère de la Défense qui contribuent à cette crise. Ceci s'explique aussi par le fait que le Royaume-Uni ignore ce qu'il veut être militairement. Actuellement, la Grande-Bretagne veut tout. Force de dissuasion nucléaire, base à l'étranger, rôle en Indo-Pacifique, participation au développement d'un chasseur de 6e génération, contribution à la construction de sous-marins nucléaires pour l'Australie et force de combat mondiale prête à agir. Besoin de reprendre votre souffle ? Écoutez, pour faire court, la Grande-Bretagne veut une armée de classe mondiale avec le budget d'une puissance de second rang. Et cette contradiction inhérente et évidente cause de sérieux problèmes. Pour comprendre ce que nous voulons dire, il suffit de regarder la guerre avec l'Iran. Le 1er mars, un drone Shahed, probablement lancé par le Hezbollah, a frappé la base de la RAF d'Akrotiri sur l'île de Chypre. Les dégâts étaient mineurs. Personne n'a été blessé, mais c'était une démonstration de l'impuissance actuelle de la Grande-Bretagne, si jamais nous en avons vu une. Le drone est passé et le Royaume-Uni a tardé à envoyer des moyens navals pour défendre la base, n'acceptant qu'après que la France ait déjà accepté de déployer une frégate et des systèmes anti-drones à Chypre. Gardez à l'esprit que cette base est un territoire britannique. Le Royaume-Uni et Chypre sont censés être alliés proches. Laisser la France être la première à proposer son aide à la place aurait dû être humiliant. La guerre avec l'Iran n'est qu'un aperçu de ce qui pourrait arriver si le gouvernement britannique ne prend pas ces questions plus au sérieux. Si le Royaume-Uni n'investit pas assez pour ses ambitions, il risque d'autres humiliations à l'avenir. Un monde plus dangereux. Ainsi, à l'été 2009, la surveillance britannique a perdu la trace d'un sous-marin nucléaire russe après qu'il ait quitté le quartier général de l'ancienne flotte du Nord soviétique à Sveromorsk. Londres ne l'a retrouvé que 3 semaines plus tard, alors qu'il patrouillait dans l'Atlantique. On ignore ce qu'il a fait ou où il est allé durant ces 3 semaines. L'incident n'a été révélé qu'en 2010, lors d'une lutte gouvernementale pour sauver le Nimrod MRA-4, la nouvelle génération d'avions espions britanniques surveillant les sous-marins russes. Bien que le projet ait pris du retard et coûté bien plus que prévu, ce qui constituait la principale raison invoquée par le gouvernement pour l'annulation, certains avions étaient prêts à entrer en service. Bien qu'on puisse débattre s'il s'agissait d'une décision financière prudente, étant donné à quel point les avions étaient proches de l'achèvement et combien avait déjà été dépensé pour le projet, ce qui n'est pas discutable, c'est l'effet que cela a eu sur la capacité du Royaume-Uni à surveiller l'activité des sous-marins russes. Des rapports indiquent que le Royaume-Uni n'a pas pu suivre 2 sous-marins russes en eau internationale. Le gouvernement norvégien avait aussi exprimé en privé ses inquiétudes, pensant que la perte des avions laissait des zones de l'Atlantique sans surveillance. Que le Royaume-Uni perde la capacité de surveiller les sous-marins russes peu après leur invasion de la Géorgie donnait une mauvaise image. Les plaintes de la Norvège montraient en combien les décisions de Westminster touchaient ses alliés. Par la suite, la menace russe n'a cessé de croître. Moscou a annexé la Crimée et envahi l'est de l'Ukraine en 2014, puis lancé une invasion à grande échelle en 2022. Depuis, elle envoie drones et avions dans l'espace aérien de l'OTAN, mettant à l'épreuve jusqu'où l'Alliance est prête à aller pour se défendre. Des services de renseignement préviennent que Vladimir Poutine pourrait cibler l'OTAN dès cet été pour tenter de stopper le soutien européen à l'Ukraine. Même si c'est une hypothèse extrême, il est plus probable que le Kremlin veuille tester la détermination de l'OTAN avant la fin de la décennie. Nous vivons une époque où la Grande-Bretagne devrait, comme à la fin des années 1930, se réarmer massivement au cas où la situation empirerait. Au lieu de cela, Keir Starmer a proposé un budget de la défense dans les derniers jours de son mandat qui n'est pas entièrement financé et qui pourrait ne pas survivre. Cela coïncide avec le changement imminent de Premier ministre. Surtout à un moment où la nation dans son ensemble se sent privée de fonds et dépendante d'infrastructures vieillissantes. Pourquoi exactement la Grande-Bretagne, qui reste l'une des plus grandes économies du monde, est incapable de financer son armée, même alors que la pression fiscale atteint un niveau record depuis la guerre ? C'est un sujet pour une autre vidéo, mais la stagnation des revenus et de la productivité, ainsi que la hausse des dépenses sociales, retraites incluses, qui absorbent aujourd'hui 13% du PIB, n'aident pas. Tout cela a un impact, alors que le principal partenaire de défense du Royaume-Uni quitte l'Europe.
Les États-Unis baissent leurs effectifs en Europe, réaffectent des ressources et préparent une forte réduction de leurs capacités attribuées à l'OTAN. Mais alors que certains pays, y compris d'anciens retardataires de l'OTAN comme l'Allemagne, essaient de hausser leur niveau en réponse à cela, le Royaume-Uni se contente de grands discours sans rien faire. La Grande-Bretagne est censée mettre en place un corps de réserve stratégique pour l'OTAN, mais les réductions dans les forces armées signifient que Londres n'est pas en mesure de le faire. Et les augmentations dérisoires récemment annoncées signifient qu'il est peu probable qu'elle dispose de cette capacité de sitôt. Keir Starmer, tout en acceptant les recommandations de la revue stratégique de défense, a affirmé que le Royaume-Uni ne se contenterait pas de survivre, mais dirigerait ce nouveau monde, et que son gouvernement ne prendrait jamais de risques avec la sécurité nationale du pays. Pourtant, il est impossible d'ignorer le fait que l'armée britannique n'est actuellement pas en état de diriger qui que ce soit. En Europe, la Pologne et l'Allemagne dépasseront bientôt le Royaume-Uni en taille et capacité. La France a ses problèmes, mais semble faire plus avec moins grâce à une armée de second rang très performante. Hors d'Europe, mais membre de l'OTAN, la Turquie mise sur sa puissante industrie de défense pour s'imposer. Comparé à ces 4 nations, le Royaume-Uni ne donne pas l'impression d'être un leader. Moins on compare l'armée britannique à de vraies puissances mondiales comme l'Amérique ou la Chine, mieux c'est. Nous ne voulons toutefois pas être totalement négatifs envers le Royaume-Uni. Comme nous l'avons dit précédemment, c'est un pays qui a continué d'atteindre son objectif de 2% de l'OTAN pendant les années 2000 et 2010, à une époque où il était à la mode dans une grande partie de l'Europe, de considérer les dépenses de défense comme aussi importantes que le financement de projets de danse contemporaine. Encore aujourd'hui, il y a des domaines dans lesquels la Grande-Bretagne surclasse presque tout le monde. Les forces spéciales britanniques y sont légendaires, et Londres pèse lourd dans les transmissions et le renseignement. Sa base industrielle de défense reste aussi importante. Cependant, ces dernières années, les gouvernements britanniques n'ont pas sérieusement réfléchi à ce qu'ils attendent de l'armée britannique. Veulent-ils une armée véritablement mondiale, comme une version réduite des États-Unis ? Eh bien, cela nécessite alors des investissements massifs. Veulent-ils être une puissance régionale ? Il faudra réorienter le budget, abandonner la projection de puissance dans l'Indo-Pacifique et accepter que la Grande-Bretagne se concentre désormais uniquement sur l'Europe. Il pourrait même falloir aborder la dissuasion nucléaire britannique, coûteuse et dépendante des missiles américains. Pour l'instant, cependant, la réponse britannique à la question « Quel type d'armée voulez-vous ?» semble être oui, mais sans le genre d'investissement qui serait nécessaire pour maintenir une telle force. Le résultat, une armée voulant être une puissance de premier rang sans gros budget, échouant sur les 2 fronts. Le nouveau gouvernement Burnham doit décider d'augmenter ou d'abandonner les plans de dépenses de Starmer. S'ils optent pour la seconde option, ce qui paraît probable, espérons que cela sera fait judicieusement, en recentrant l'armée britannique sur ses points forts et en les développant. Sinon, la Grande-Bretagne serait très mal préparée pour la prochaine grande guerre européenne et incapable de se défendre ainsi que ses alliés. Merci d'avoir regardé.